Le Niger et ses partenaires humanitaires créent le cadre et ce à travers un atelier de planification humanitaire débuté ce matin. La situation sociopolitique du pays, objet d'une analyse du Front patriotique et républicain FR à travers une déclaration rendue publique cet après-midi même. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari dans son édition du soir. À l'instant, un communiqué de presse qui vient de nous parvenir, il est élément de l'association de défense des droits des consommateurs des technologies, de l'information, de la communication et de l'énergie Actis Niger, lequel communiqué de presse qui est ainsi libellé. Actis Niger a suivi avec regret les exactions commises à l'endroit de la presse nigérienne, à savoir la radio-télévision Ténéré et le groupe de presse Bonferrei. Actis Niger dénonce les violences commises par la police sur la presse nigérienne, condamne l'atrocité de la police nationale sur la presse et les scolaires nigériens, exige le respect de la liberté de la presse, surtout que le Niger s'apprête à célébrer le 30 novembre prochain la journée nationale de la liberté de la presse. Demande aux forces publiques d'agir avec responsabilité pour défendre le droit humain. Demande aussi la restitution immédiate de toutes les caméras et les téléphones portables des journalistes et caméramens. Enfin, lance un appel à tous les organes de presse de ne pas se laisser intimider dans l'exercice de leurs fonctions. C'était là un communiqué de presse d'Actis Niger. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de l'ouverture ce matin à l'hôtel Sahel d'un atelier national de planification humanitaire du gouvernement nigérien et ses partenaires. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a d'ailleurs présenté la cérémonie d'ouverture en présence de nos reporters Nasser Dantofo et Nasser Seydou, dont voici leur compte rendu. C'est une rencontre au cours de laquelle le Niger et ses partenaires humanitaires essayeront de parvenir à une compréhension commune de la situation humanitaire au Niger. Il sera également question d'aboutir à un consensus fort du contexte, recenser les besoins prioritaires des populations vulnérables afin de trouver des pistes de réponse appropriées pour 2016. Nous avons cerné les besoins, nous avons cerné aussi les causes. Il nous s'agit maintenant pour nous de définir ensemble une stratégie à même de nous aider à faire face à ces défis humanitaires qui sont non seulement nombreux mais complexes et intriqués et qui touchent aussi à des domaines aussi variés que la protection, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et aussi les catastrophes naturelles, les inondations et les autres points liés à certains aspects d'épidémie. Donc, c'est des problèmes complexes qui nécessitent une stratégie adaptée, appropriée et articulée au plan du gouvernement dont nous appuyons les efforts très louables. Le Niger fait face à de nombreux défis humanitaires qui nécessitent d'énormes ressources afin de maximiser l'impact de l'assistance humanitaire. Il y a lieu d'être proactif. Donc, en raison, comme vous le savez, nous avons enregistré cette année plus de 2 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, plus de 185 000 personnes déplacées dans la région de Difa du fait des actions du groupe terroriste Boko Haram, plus de 54 000 réfugiés du Mali, des personnes sinistrées par les inondations où nous comptons près de 90 000 et environ 4 500 personnes rapatriées d'Algérie, etc. Comme vous le voyez, l'exercice auquel vous êtes conviés est d'autant plus exigeant que la nature de la situation humanitaire de notre pays est devenue complexe du fait des conséquences des conflits au nord-est du Nigeria et dans une moindre mesure dans la situation actuelle au nord Mali et en Libye. Les nombreux défis humanitaires auxquels je faisais allusion plus haut requièrent donc davantage de ressources en vue de maximiser l'impact de l'assistance humanitaire, mais également renforcer les initiatives visant à rendre les communautés vulnérables
plus résistante au choc. Au sortir de cet atelier de 2 jours, un plan de réponse humanitaire 2016 pour le Niger sera élaboré. Un document important pour une conduite efficiente et efficace qui aura un impact important sur les populations ciblées. Lancement officiel ce matin de la Semaine des Nations Unies qui a débuté ce mardi 20 octobre 2015. Occasion pour marquer l'événement que la coordination du système des Nations Unies organise en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine 2 journées de don de sang. C'était en présence de Michel Deji et Aboubakar Souley. Sauver des vies et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté internationale, tel est l'objectif visé à travers cette cérémonie du don de sang, dont le coup d'envoi a été donné par les premiers responsables du système des Nations Unies au Niger. Nous avons l'habitude en tant que personnel des Nations Unies de donner du sang parce que nous pensons que c'est un geste non seulement noble de solidarité mais qui aide à sauver des vies. Or, nous, nos principes et valeurs portent sur le fait de sauver des vies, soit par les actions humanitaires, soit les actions de maintien de la paix, soit les actions de sécurité ou les actions de développement. L'Organisation mondiale de la santé, que j'ai l'humble honneur de représenter au Niger, est l'agence qui s'occupe justement du bien-être et de la santé des populations et participe par là à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et le sang est capital dans la résolution de certaines urgences, notamment lors de l'accouchement, lors des affections de l'enfant et lors des traumatismes. C'est pour cela qu'il est important que l'on dispose des stocks nécessaires pour pouvoir agir à temps et sauver ces vies humaines dans ces circonstances d'urgence. Une vision pour le don du sang qui est vivement saluée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Je voudrais, par ma voix, vous remercier et vous dire encore 1000 fois merci pour les receveurs. C'est le lieu en tout cas de vous remercier encore pour tous les efforts que vous faites. Et à travers vous, je voudrais remercier l'ensemble des représentations du système des Nations Unies ici. Donc merci. Et que la fête soit belle pour vous et que nos malades soient également dans de bonnes conditions pour suivre. Cette cérémonie officielle de lancement du don de sang marque ainsi le début d'une semaine d'activité entrant dans le cadre de la Semaine des Nations Unies couplée à la célébration du 70e anniversaire du système des Nations Unies qui sera célébré le 24 octobre prochain. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre avec le Fonds patriotique et républicain FR qui était en conclave cet après-midi même au siège du Modène FA Lumana à l'effet de se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Après avoir condamné et fustigé certains comportements des autorités de la 7e République sur le plan social et sécuritaire, le FPR a procédé à une analyse de la situation politique nationale. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration, lui ici par Seydou Sabo, il est membre du FPR. Le FPR a toujours stigmatisé et dénoncé les problèmes de la représentation de l'opposition dans les instances du CNDP, du CNF et de la CENI. Le FPR ne fera aucune concession par rapport à la candidature de Ham Amadou et à la candidature de Mohamed Ousmane. Le FPR tient à informer l'opinion nationale et internationale que les préparatifs pour le retour de Ham Amadou sont en phase terminale. Ham Amadou rentrera bel et bien à Niamey et est candidat aux élections présidentielles de 2015. N'en déplaise au ministre procureur de la République. Le FPR condamne et fustige
le comportement du ministre qui s'est substitué à la justice pour dénier toute légalité à Mohamed Ousmane et lui empêcher de présider et représenter le CDS Rahama, et considère que son acte constitue une provocation de trop. Pour nous, les élections de 2016 doivent être inclusives, libres, transparentes, équitables ou ne se tiendront pas. Persuadé que seul le consensus politique est gage de la sérénité des opérations électorales et de la stabilité post-électorale, le FPR rappelle que ses exigences pour la transparence et la sincérité des scrutins restent et demeurent. 1. L'audit du fichier électoral. 2. La récusation de membres de la Cour constitutionnelle actuelle du Niger. 3. Le fonctionnement de la CENI. 4. Le respect des séquences traditionnelles des scrutins. Le FPR lance un appel à toutes les Nigériennes, à tous les Nigériens, épris de paix et de justice, afin de s'engager dans le noble combat de défense de la démocratie, de l'état de droit, au service du développement national et de la prospérité. C'est pourquoi, devant tous les problèmes évoqués et leurs nuisances au processus électoral en cours, le FPR demande à ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, à tous les démocrates et patriotes de se mobiliser pour répondre aux manifestations que l'opposition compte organiser à partir du dimanche 25 octobre 2015. À Niamey, les manifestations débuteront le dimanche 25 octobre par une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation. Tous en avant pour des élections libres, équitables, transparentes et inclusives. Pendant ce temps, la sous-commission communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI, quant à elle, s'est rendue dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Objectif, faire part aux conseillers et chefs de quartier de la nécessaire implication de tout le monde dans la préparation des futures échéances électorales. Le compte rendu est signé Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley. Débuté le vendredi passé, les rencontres initiées par la sous-commission communication de la CENI se poursuivent. C'est ainsi que cette commission a rencontré cet après-midi les responsables du 5e arrondissement communal de Niamey. Une rencontre au cours de laquelle tous les contours du prochain processus électoral ont été abordés en présence des conseillers et des chefs de quartier du 5e arrondissement. Nafi Ouada, responsable de la communication pour le compte de la région de Niamey, se prononce sur l'importance d'une telle rencontre. Cette rencontre d'échange qu'est la mission de la CENI, à travers sa sous-commission communication que nous sommes en train de faire dans la région de Niamey, parce que nous avons fait le premier arrondissement, le deuxième, troisième, quatrième. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du 5e arrondissement. Et que c'est à l'image des autres régions du pays, parce qu'il y a les autres camarades qui sont membres de la CENI, qui sont dans les autres régions du pays en train de faire la même mission. Et l'objectif principal de cette mission, c'est d'expliquer les activités que la CENI est en train de mener, notamment le chronogramme électoral que la CENI a adopté à travers une séance plénière de ses membres. Et en dehors de ça, le 14 septembre passé 2015, la CENI a adopté la question du bulletin unique à toutes les échéances électorales. Parce que nous avons constaté que dans les élections précédentes, il y a un écart entre les partis. On amène un taux élevé pour le parti X et un taux très bas pour le parti Y. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'argument qui a prévalu pour que la CENI arrive à adopter les bulletins uniques aux échéances électorales à tous les niveaux. Il est à noter que cette initiative de la CENI qui vise à sensibiliser le maximum de population sur les enjeux des futures élections prendra fin demain au gouvernorat de la région de Niamey.
Autre aspect ce journal avec le géant de la microfinance à Asusu SA qui a procédé hier après-midi à l'inauguration de son centre de financement des petites et moyennes entreprises ici au quartier Lazare, un service qui a pour objectif d'accroître la visibilité des entreprises privées au Niger. Le compte rendu est signé Assoumana China et Ibrahim Abdou. Désormais, c'est ce bâtiment flambant neuf qui sert de centre de financement des petites et moyennes entreprises de Asusu, un service pour accompagner les jeunes porteurs de projets. La direction générale de Asusu SA a vu la nécessité d'arrimer la gestion des micro-entreprises à son sein en se conformant aux dispositions de la charte des PME. Ce qui nous a valu une coopération avec le ministère de la promotion du commerce et de la promotion du secteur privé. Le président du conseil d'administration de Asusu a dans son adresse appelé les jeunes à compter sur eux-mêmes à travers la création des entreprises. Nous partageons le sentiment que l'aide ne doit constituer qu'un appoint à l'effort national. Nous devons donc nous départir de la mentalité d'éternel assisté pour compter sur nos propres efforts et requérir l'appui complémentaire après. Il nous faut anticiper notre futur économique, renouveler nos relations économiques, anticiper l'économie inclusive du Niger de demain me semble aussi utile que nécessaire. Mais pour anticiper, il faut d'abord disposer d'une connaissance fine des situations en présence. Prononçant le discours inaugural de ces centres, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a salué cette initiative de Asusu qui cadre avec la vision du gouvernement. Dans sa déclaration de politique générale, DPG, le Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brice Rafini, en réaffirmant les axes majeurs du programme de renaissance du Niger de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, disait, je cite, « Le gouvernement entend promouvoir le secteur privé afin qu'il joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. À ce titre, il veillera à créer les conditions favorables et à adopter des mesures incitatives adéquates pour améliorer le climat des affaires et moderniser l'économie. Il mettra en place des financements appropriés en faveur des jeunes de manière à en faire de véritables capitaines d'industrie. » Fin de citation. Ainsi, mon département ministériel jouera son rôle de premier plan dans l'atteinte de ces objectifs à travers notamment le cadre stratégique national de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger et la charte des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie a été également une occasion pour remettre des prix aux 21 jeunes lauréats au concours du micro-entreprise organisé avec le soutien du PNUD, dont le représentant résident au Niger a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Passeport de cette édition avec les responsables de l'AS Douane et ceux du centre de formation Acha Academy qui ont animé hier après-midi un point de presse. Objectif, apporter un démenti sur les informations faisant état d'un départ du jeune Zakaria Adebayor pour un autre club alors que ce dernier se trouve être sous prêt à l'AS Douane. Ibrahim Tikiré nous en dit plus. À travers ce point de presse, il s'est agi pour les responsables de l'AS Douane et de Acha Academy de mettre fin à la polémique autour d'un probable transfert de Zakari Adebayor, un jeune espoir du football nigérien au sommet de sa forme, très convoité par plusieurs clubs. De tout ce qui s'est passé, rien n'y était. Rien de tout ce qui s'est dit n'est pas vrai. La seule chose, aujourd'hui, on va se retrouver, on va reconfirmer que Adebayor Victorien reste toujours joueur de l'AS Douane et c'est pourquoi nous avons tenu aussi à le faire devant les promoteurs de Acha Academy et les joueurs devant lui et moi en ma qualité de représentant de l'AS Douane. C'est pour cela que nous avons tenu à reconfirmer ça aujourd'hui et que Adé, joueur de l'AS Douane, il a été un prêt
qu'on a renouvelé. Et la preuve aujourd'hui, on reconfirme le même prêt et qu'il laisse toujours joueur de l'AS Douanes. Donc la saison prochaine, Adebayor va jouer, sera toujours le joueur de l'AS Douanes. Vous savez qu'Adebayor est un joueur talentueux, je ne l'apprendrai à personne. C'est un joueur qui est international, c'est un joueur qui a une grande carrière devant lui, ça ne fait aucun doute. S'il maintient ses efforts, s'il continue sur la voie qu'il s'est tracée, je pense qu'un jour, c'est un joueur qui est tout à fait susceptible de jouer en Europe. D'ailleurs, preuve en est qu'il est reconnu au moins dans son pays, c'est que nous avons eu 5 propositions pour le prêt d'Adebayor. 2 se sont vite arrêtés, puisque les 2 clubs en question se sont vite désistés, mais nous avions quand même 3 clubs qui souhaitaient avoir Adebayor dans leur effectif. Nous nous sommes concertés à la fois avec le bureau d'Acha Academy et avec Adebayor pour lui expliquer quel était l'intérêt d'Adebayor, mais surtout l'intérêt du joueur. Je ne vous dévoilerai pas les chiffres qui ont été signés. Vous voyez, les contrats sont devant nous, sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, à la fois pour l'indemnité de prêt qu'Acha Academy va percevoir et également pour les indemnités et les salaires que va percevoir Adebayor. Je ne vous le dévoilerai pas pour une raison simple, c'est que dans le cadre du protocole d'accord, il est interdit de dévoiler ces chiffres avant que les joueurs n'aient obtenu sa licence. Intervenant à son tour, le joueur Adebayor Zakari a réitéré sa fidélité au club des Douanes pour la saison prochaine. Sahel Denis ka ne contacté quoi. Aninga ba Sahel quoi. Aninga ba Sahel ay mo singe ordre na sai na ko di coach. Kodi na wecha sai na ko di coach. Dadi coach di régler comme ça coach ge Mchese aikambo myegai akwai di kochai aiwa Manchester kul kochika a expliquer se mutakante anan se sal akan si ba ibanga mai deno a chaga amsa im gorsa imam tenga wani kochika expliquer se ne kochse ayo da gudu esibasa misal kara mcheke se kulov dicheke se kulov wai ko odum bonego praika ansare muka izayo ansare ka isalanga gamara ine duani nenge ba ko ni pra enna. Actualité internationale à présent avec Justin Trudeau, 43 ans, marchera donc bel et bien sur les traces de son père Pierre Trudeau, qui a été Premier ministre canadien de 1968 à 1984. Voici le portrait du futur chef du gouvernement canadien, portrait signé Antoine Delpierre. À 43 ans, il rentre à la maison. En remportant de manière inattendue les législatives, Justin Trudeau va retrouver la résidence des chefs de gouvernement à Ottawa. Il y a passé les 12 premières années de sa vie lorsque son père Pierre Trudeau dirigeait le pays. L'engouement populaire suscité par Justin Trudeau n'est d'ailleurs pas sans rappeler la Trudeaumania qui en 1968 portait son père au pouvoir, Premier ministre presque sans discontinuer jusqu'en 1984. À cette époque, Justin se cherche. Diplômé en littérature anglaise et en sciences de l'éducation, le jeune homme travaille comme moniteur de rafting et de snowboard, ou encore comme serveur, et voyage à travers le monde. Mais c'est en 2000 qu'il frappe les esprits en rendant un vibrant hommage à son père lors de ses funérailles. Cependant, la politique alors est encore loin de lui. Il épouse une animatrice de télévision et deviendra père de 3 enfants. Ce n'est qu'en 2007 qu'il cède aux appels de pied du Parti libéral. D'abord député, c'est en 2013 qu'il est porté à la tête d'un parti laminé 2 ans plus tôt par les conservateurs, mais le plus dur reste à faire. Sous-estimé, voire moqué par ses adversaires, ce bel homme au visage enjoué est caricaturé en fils à papa sans profondeur. Mais ce bon boxeur amateur rendra les coups jusqu'au dernier jour de la campagne, jusqu'à l'emporter sur les traces de son père. Comme quoi, tel père, tel fils, Justin Trudeau, juste après son élection, l'heure à présent au défi. La suite de ce journal, on en vient à cette affaire rocambolesque. Comment un avion de chasse suisse provoque depuis hier un imbroglio entre la France et la Russie sur fond de communiqué. Une histoire d'ailleurs que nous raconte ici Karine Barzega.
Un FA-18, fleuron de l'armée de l'air suisse, en pleine démonstration de force aérienne. Mais depuis lundi, ce puissant appareil se retrouve dans le viseur russe et en plein cœur d'un incident diplomatique impliquant 3 pays, la Suisse, la Russie et la France. Tout a commencé avec ce Tupolev 204 russe qui faisait tranquillement route vers Genève avec à son bord Sergueï Naryshkin, le président de la Douma. Soudain, un avion de chasse s'en approche de près, à tel point que les passagers à bord disent avoir pu le prendre en photo. À l'atterrissage à Genève, la délégation russe exige des explications sur la manœuvre qualifiée de dangereuse. Je ne souhaite pas faire de longs commentaires sur cet incident. Notre ministre des Affaires étrangères est en train d'examiner cette question et je suis sûr qu'on ira au fond de l'affaire. Mais tout cela est assez déplaisant. Dans un premier temps, la diplomatie russe accuse Paris et convoque l'ambassadeur de France à Moscou. Les pilotes ont dit qu'un avion de l'armée de l'air française s'était approché de l'appareil russe. Après une analyse de la situation, les Français ont expliqué que c'était un avion suisse et nous avons présenté nos excuses aux Français. Insuffisant pour Paris qui a réagi en convoquant à son tour l'ambassadeur russe en France. Car l'avion de chasse incriminé appartient bel et bien à l'armée helvétique. Il effectuait un banal contrôle de routine, une procédure standard selon Berne. Reste que l'aviation militaire suisse connaît quelques mésaventures ces derniers temps. Un autre FA-18 s'est écrasé mercredi près de Besançon en France sans faire de victimes, le pilote s'étant éjecté de justesse. Ils étaient séparés depuis plus de 40 ans par la guerre. 400 Sud-Coréens, pour la plupart âgés, ont fait le déplacement en Corée du Nord pour y rencontrer des membres de leur famille. Les images nous sont commentées ici par May Valérie. Des pleurs et beaucoup d'émotions pour ces familles séparées depuis la guerre. Pour la première fois, ils se revoient plus de 60 ans après le conflit. Des années où Lee pleurait son père qu'elle pensait mort. Je voudrais remercier la femme et les enfants de mon père en Corée du Nord pour s'être occupés de lui. On peut diviser une nation, mais on ne peut jamais couper les liens profonds qui unissent les familles. La guerre de Corée qui avait conduit à la division de la péninsule en 1953 a déchiré le destin de millions de personnes. À 87 ans, cette vieille dame n'a pas revu son mari depuis 65 ans. Le mois dernier, c'est une lettre de la Croix-Rouge qui lui apprend qu'elle a été tirée au sort pour cette session de retrouvailles. Je n'y ai d'abord pas cru. Au départ, j'ai cru qu'il me mentait. Elle était nerveuse et toute excitée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle allait retrouver son mari. Ils sont près de 400 Sud-Coréens, la plupart très âgés, chargés de cadeaux et de photos d'époque, à avoir pu traverser la frontière militarisée du Nord pour rencontrer les membres de leur famille. Des retrouvailles sous surveillance, orchestrées au millimètre près, 2 rencontres quotidiennes de 2 heures, pendant 3 jours seulement. La Corée du Sud souhaite des réunions plus régulières, mais se heurte au refus du régime de Pyongyang, qui interdit tout contact entre sa population et le monde extérieur. Plus de 65 000 Sud-Coréens sont encore sur liste d'attente pour participer à ces réunions des familles. Voilà, ce sont sur ces images de grande émotion des retrouvailles que se referme ce journal. D'avoir suivi et nous accompagner, merci. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. La télévision Laval. Au revoir.